Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre petit webinaire mensuel. Alors, je vais essayer, je vois on a des camarades suisses romans. Merci Saigon. Bonsoir, bonsoir vraiment à vous tous et je suis toujours très heureux de pouvoir partager en tout cas ce petit moment ensemble. Je vais essayer de faire court dans ce que je vais vous raconter. C'est toujours très compliqué parce qu'il y a énormément de choses dont j'ai envie de vous parler. Euh, pour qu'on essaye d'avoir plus de temps que la dernière fois pour vos questions. Alors, démarrons tout de suite et je vais essayer de faire vite. Alors, je voulais vous parler évidemment, enfin non pas évidemment, parce que je peux vous parler un peu de tout, mais là ce soir, je voulais plus vous parler de l'or parce que d'abord, l'or ça nous intéresse tous, mais surtout, on a dépassé, et de façon importante cette fois, la résistance graphique qui était une résistance, bon alors ça dépend des analyses techniques, mais enfin en gros, on va dire entre 1338 dollars et 1348 dollars, hein, pour donner une fourchette large. Et on est à plus de 1373, 74 dollars l'once ce soir. Donc on a explosé cette résistance. Il faut que ça se confirme dans les prochains jours. Je pense que ça va se confirmer, notamment parce qu'on a un facteur de soutien qui est fort avec l'Ukraine. Euh, bon, Vladimir Poutine n'a pas l'air prêt à lâcher la Crimée et la partie russophone de l'Ukraine. Il n'est pas l'air prêt non plus à supporter des missiles de l'OTAN basés en Ukraine et aux portes vraiment tout aux portes de la Russie. Donc on peut penser que la tension va continuer à monter entre Washington et les forces de l'OTAN et Moscou et Vladimir Poutine. Ce soir, il y a une réunion, au moment où on parle, se tient une réunion du Conseil de sécurité. Je pense qu'a priori, il ne se passera pas grand-chose. De toute façon, au Conseil de sécurité de l'ONU, les Russes ont le veto, donc ont le droit de veto. Donc ça peut pas déboucher sur grand-chose. Mais en tout cas, il va y avoir encore un certain nombre de menaces proférées. Rien ne dit. Je vous rappelle que ce week-end, donc je crois que c'est dimanche, nous avons le référendum en Crimée sur l'indépendance de la Crimée. Alors rien ne dit qu'on ne va pas avoir des grandes manœuvres, voire même une escalade militaire, soit en fin de semaine, soit même avant le référendum. Hein. Peut-être que, par exemple, les Ukrainiens pourraient essayer de faire un certain nombre choses, d'escarmouches, pour essayer de perturber le scrutin, puisqu'après, normalement, il devrait y avoir directement le rattachement de la Crimée directement à la Russie. Donc on va voir ce qui se passe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tension n'a pas fini de monter, et je pense que l'or, évidemment, à chaque fois qu'il y a des bruits de bottes, l'or profite de l'incertitude, profite de la peur, et il retrouve évidemment immédiatement son statut historique de valeur refuge. Donc ça, c'est le premier élément à très très court terme de soutien pour le métal jaune, qui fait que normalement on devrait consolider le mouvement de hausse, c'est consolider la cassure que l'on a pu faire de cette résistance graphique. Elle a été très importante parce que la prochaine résistance graphique solide sur laquelle, par exemple, au hasard, nos amis, ou plutôt nos ennemis jurés, les banques, pourraient faire une attaque sur l'or, c'est 800 dollars l'once, donc c'est un petit peu moins. La prochaine résistance graphique, ça doit être plutôt dans les 1780 dollars l'once. Mais c'est là la prochaine résistance graphique sur laquelle on peut avoir une véritable attaque baissière qui graphiquement peut fonctionner et qui donc forcément va profiter de ceux qui vont se dégager, prendre des plus-values, etc. Donc tout ça, ça renforce les tendances. Donc c'est pour ça que les bullion banks interviennent toujours sur résistance pour faire des très grosses attaques sur des résistances, soit pour empêcher le passage d'une résistance, pour amener l'or sous une résistance et donc ouvrir la voie à un potentiel de baisse plus important. Là, en l'occurrence, on a eu une belle bataille autour des 1340, mais cette bataille, elle semble effectivement perdue pour les baissiers et c'est les haussiers qui l'emportent. C'est une excellente nouvelle et 2014. Vous allez voir que 2014 sur l'or,
s'annonce très bien, mais en plus on a l'Inde. Alors, on a des élections en Inde. Ces élections, normalement, elles devraient voir le parti de l'opposition remporter ce scrutin. Le parti de l'opposition a indiqué qu'il lèverait les restrictions. Résultat des courses, pour le moment, les Indiens achètent énormément moins d'or que ce qu'ils faisaient il y a encore 3 mois. Donc en fait, pour le moment, cette levée des restrictions qui se profile entraîne une baisse de la demande d'or, ce qui est assez logique, puisqu'ils payent actuellement entre 30 et 40% de taxes. Donc ils attendent la levée des restrictions et se disent, je vais acheter dans 3 mois, quand les restrictions auront été levées, et ça me permettra d'économiser 30% sur l'achat de mon or. Donc évidemment, ils anticipent la suppression des taxes. Donc comme ils anticipent la suppression des taxes, ils sont en train de reculer leurs achats. Alors ça va nous faire un afflux énorme de demandes indiennes si les taxes sont bien levées, comme s'y est engagée l'opposition. Je vous rappelle que l'Inde, jusqu'en 2013, c'était le plus gros consommateur et le plus gros importateur d'or. L'Inde a été détrônée à la Chine en 2013, d'une part en raison des taxes qui pesaient en Inde, et d'autre part en raison de la politique très agressive d'acquisition d'or par la Chine et désaméricanisation que les Chinois avaient lancée. Il est évident qu'avec une Chine qui continue à désaméricaniser, je vous rappelle qu'en décembre, ils avaient largué pour 50 milliards de bons du trésor américain, qui continuent à acheter de l'or physique, ils en prennent possession, ils demandent la livraison. Si en plus on a les Indiens qui reviennent, ça va être très 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 favorable en termes de volume pour le marché. Donc ça devrait nous le soutenir en 2014 et pendant cette année. Donc si on reprend une bonne analyse graphique, qui évidemment, je voyais un commentaire, est à confirmer, et c'est exactement ce que je disais. Il faut voir si ça va être confirmé dans les prochains jours. Mais a priori, cette résistance est bien passée, elle est joliment passée, et il y a peu de raisons que les événements en Ukraine ne nous permettent pas de la confirmer. Mais évidemment, ça demande confirmation, et c'était, je crois, un commentaire de Pouille, non, c'était un peu plus haut, non, d'Atian, pardon, qui nous disait il faut 2 clôtures successives, absolument, sinon des fausses sorties. Et les fausses sorties sont monnaie courante sur l'or, mais même les indices, c'est des configurations graphiques que l'on retrouve assez souvent. On peut penser raisonnablement qu'avec la montée des tensions en Ukraine, ce ne sera pas une fausse sortie, que ce sera une véritable sortie. Donc reprenons une bonne analyse graphique. L'Inde qui revient sur le marché, la Chine qui est toujours acheteuse de dollars, vendeuse de dollars et acheteuse d'or, justement dans le cadre de sa politique de désaméricanisation de l'économie. Les problèmes ukrainiens et 2 derniers éléments. Vous avez sans doute vu ou lu ou croisé cette information dont je faisais écho dans le Contrarien matin concernant le DIW, qui est un institut de recherche économique important en Allemagne, et qui plaidait pour la mise en œuvre et la mise en place d'un QE européen. Alors, effectivement, il commence à y avoir des rumeurs de QE européen. Alors, je ne peux pas, moi, m'empêcher de faire le rapprochement entre la fin du QE américain qui diminuerait d'un côté, et puis évidemment, pour que les marchés puissent continuer à bénéficier du même afflux de liquidités, l'idéal, ça serait qu'effectivement, il y ait un QE européen qui puisse prendre le relais. Je ne peux pas non plus m'empêcher de relier cette information à une autre information, qui est le plan de relance annoncé par le Premier ministre Renzi en Italie. Souvenez-vous, l'Italie de Mario Monti, le plan Juncker, la remise de l'économie italienne au pas, l'augmentation des impôts, l'augmentation de la pression fiscale, plan d'austérité, réduction des dépenses, et évidemment, tombée de l'Italie en récession, ce qui était assez logique. Or, aujourd'hui, et tout ça pourquoi? Pour maîtriser la dette italienne, qui menace de devenir de contrôle et sur laquelle les taux d'intérêt commençaient à monter. C'est pour ça que Silvio Berlusconi avait été gentiment viré de manière tout à fait antidémocratique, et puis qu'un Premier ministre avait été désigné
directement par Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et la Commission européenne. Il s'appelait Mario Monti. Il n'a absolument pas été élu. Ni même, enfin voilà, il y a eu aucun aspect démocratique dans son accession au pouvoir. Il a été désigné d'office pour mettre en place un plan de rigueur et un plan d'austérité et empêcher l'envolée des taux d'intérêt italiens. Il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Renzi aujourd'hui a annoncé la mise en place d'un plan de relance. Donc un plan de relance, quand je vois la dette italienne, on a voisine les 100, on est entre les 125 et 130% de dette sur PIB, c'est quand même assez compliqué. Renzi, il ne s'est pas dégonflé, il a dit bah oui, de toute façon, j'ai pas l'argent, mais c'est pas grave, ça sera financé par du déficit public. Qui dit financé par du déficit public, dit évidemment financé par de la dette. Alors, c'est une décision qui est assez étrange et assez incompréhensible. Donc, effectivement, on peut commencer à faire des liens entre les informations et imaginer qu'il est bien en train de se tramer quelque chose au niveau d'un éventuel QE européen. Et je pense que les Américains sont en train de mettre extrêmement forte à nos grands amis, les Allemands, pour qu'ils acceptent une telle politique. Voilà, je m'arrête là, j'ai essayé de faire court et je vais essayer maintenant de répondre au maximum des questions que vous allez poser et je vais les prendre une par une. Donc, il y a Monnier qui nous dit que l'image est trop sombre. Alors, attendez, Monnier, je vais essayer de m'éclairer un peu plus, mais c'est pas gagné. Voilà, vous l'avez en direct. Je ne suis pas un grand technicien éclairagiste, donc ça, c'était faire plaisir, Monnier. Ne me demandez pas autre chose sur les aspects techniques. Richard 2. Les Italiens relancent pour vendre à qui? Excellente remarque, Richard. En fait, pour revendre quoi à qui? On sait que le PIB italien, comme l'écrasante majorité des PIB européens, mais même américains, sont des PIB qui reposent à 70 ou 80% sur la consommation intérieure. Donc en fait, la relance italienne, mais comme d'habitude, elle va profiter aux usines chinoises. Et donc les Italiens achèteront des chinoiseries inutiles et puis ils iront acheter des BMW allemandes, voilà, comme d'habitude. Donc la relance italienne va profiter aux deux économies qui sont des économies fondamentalement exportatrices, que sont la Chine et l'Allemagne, qui sont deux pays qui ont évidemment un très grand intérêt à ce que nous fassions tous des dépenses, puisque c'est eux qui vendent et c'est eux qui gagnent de l'argent. Quid de l'argent métal, Alex? L'argent métal, si vous voulez, pour moi, l'argent métal, c'est beaucoup plus spéculatif. J'adore l'argent. Alors sachez qu'en plus, pour information, on a sorti la Vera Silver. Elle est vraiment très belle. Elle a l'avantage de vous permettre une fiscalité très agréable et très douce, puisqu'elle est considérée comme un jeton. Donc dans ce cadre-là, elle rentre dans la fiscalité des biens meubles, donc en dessous de 5 000 € de cession par transaction. Tout se passe bien fiscalement pour le détenteur d'argent métal. Donc vous pouvez jouer l'argent métal directement sur la Vera Silver. C'est une bonne idée. Et l'argent métal, évidemment, de façon générale. Attention, vous avez une fiscalité quand vous achetez des Hercules, vous considérez comme ayant des jetons, donc vous avez la fiscalité sur les métaux précieux. Standard. Alors l'argent métal est-il attractif? A-t-il un potentiel? La réponse, elle est évidemment oui. Voilà, donc moi je suis sur un portefeuille métaux précieux. Je suis entre 80-20, hein, en gros, moi c'est ma répartie préférée. Alors vous pouvez monter jusqu'à 60-40, donc 60% d'or, 40% d'argent métal. Moi, traditionnellement, je conseille plutôt du 80-20. Voilà. Donc ça c'est ma répartition. À 40%, vous êtes beaucoup plus spéculatif. Voilà. Donc vous
vous devez garder ça en tête. Attention, l'or connaît déjà des variations importantes. L'argent, pour ceux qui le suivent et qui le connaissent, vous savez que c'est extrêmement volatile et que les mouvements sont amplifiés. Ça n'empêche qu'il y a beaucoup d'intérêt sur l'argent. Oui, Alexandre, je partage votre avis. Elle est bien belle, en effet, la Vera Silver. Atian nous demande pourquoi la Belgique achète-t-elle de la dette chinoise. Alors, en réalité, Atian, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Dans le document du Trésor dont je vous avais donné le lien dans l'édito que j'avais consacré à ce sujet, c'est bien effectivement la Belgique qui est mentionnée comme détenteur. En réalité, ce n'est pas l'État belge ou la Banque centrale de Belgique qui détient ces 50 milliards. Ça a été à la Belgique parce qu'en réalité, d'après les dernières informations que j'ai, c'est la chambre de compensation. Vous savez, vous vous souvenez sans doute de l'affaire Clearstream. C'est un mot que vous avez dû entendre, Clearstream. Donc c'était l'affaire avec De Villepin, Sarkozy, Le Croc-de-Boucher, machin, tout ça. Donc ça, c'était l'affaire Clearstream. Et donc Clearstream, c'est ce qu'on appelle une chambre de compensation. Alors ce sont des officines extrêmement opaques et elles gèrent les grands flux financiers de compensation. Et donc vous avez un confrère à Clearstream qui est Euroclear, donc qui fait exactement le même métier. Et en fait, c'est Euroclear qui s'est porté acquéreur 50 milliards de bons du Trésor américains vendus par mois. On ne sait pas, puisque Euroclear est aussi opaque que Clearstream, qui a acheté ces 50 milliards et quels intérêts privés représentaient Euroclear dans le cadre de cette transaction. Alors, je ne désespère pas que nous ayons, je ne sais pas moi, après l'affaire des listings Clearstream, nous pourrions avoir les listings Euroclear peut-être un jour, si un donneur d'alerte, un veilleur, peu importe comment on peut les appeler, un citoyen engagé réussit à sortir l'information. En tout cas, c'est vrai que j'aimerais bien être une petite souris pour savoir et connaître la liste des acquéreurs de ces bons du Trésor. Voilà pour la réponse à Spartou, je sais pas. Je la trouve très belle aussi, nous dit Marc. Merci Marc. Effectivement, elle est très belle et derrière, c'est toujours à la manœuvre Jean-François Faure sur que ce soit la conception de la Vera Gold ou de la Vera Silver. Crépeau qui nous demande: les fondamentaux économiques français sont très mauvais. Que pensez-vous des mesures prises par nos gouvernants? Je pense que nos gouvernants ne sont tout simplement pas à la hauteur de la situation. J'avais cité à un moment donné passage de l'ouvrage L'encyclopédie du savoir relatif et absolu de Weber, page 121. Vous avez Weber qui parle de ce qu'il appelle les transgresseurs. Et donc les transgresseurs, ce sont des gens qui sont capables de voir les choses autrement, de mettre en œuvre des politiques complètement différentes et de transgresser toutes les règles qui régissent le fonctionnement habituel de la société. Et ces gens qui sont capables de transgresser les règles ou de transgresser la bien-pensance, de transgresser le fonctionnement normal, sont les gens qui peuvent apporter ou porter les solutions dont notre pays aurait besoin. Le problème, c'est que nous n'avons pas élu François Hollande pour être un transgresseur. De la même manière que l'administration Sarkozy n'était pas non plus une administration de transgresseurs. Ce sont des gens qui gèrent les intérêts et qui gèrent les affaires courantes, et ce ne sont pas des gens qui seront susceptibles de renverser la table et de prendre des décisions extrêmement douloureuses et extrêmement fortes. Je vous renvoie à un édito un petit peu provoque que j'avais rédigé il y a quelque temps de ça, intitulé 100 jours pour redresser la France. Donc vous pouvez le rechercher dans les archives du Contrarien en tapant dans le petit onglet en bas, rechercher, en bas à droite, rechercher les 100 jours pour redresser la France, en disant, bon voilà, si on voulait mettre notre budget excédentaire, on pourrait le faire.
On pourrait le faire avec un certain nombre de préalables et de prérequis, comme ne pas baisser les pensions, ne pas supprimer la sécurité sociale, etc. etc. Et en redéfinissant un certain nombre de choses. Ça vaut ce que ça vaut, c'était un exercice de style. Mais notre pays en est à ce stade-là de la réflexion que nous devrions mener. C'est-à-dire que si nous voulons redresser la barre, c'est pas parce qu'on va faire 10 milliards de primes en plus qu'on va rajouter aux 20 milliards qu'on n'a toujours pas du CICE, qui est toujours pas en application, parce que vous comprenez, le CICE, les premiers sous, ils vont arriver début 2015, mais entre-temps, on a déjà modifié un mécanisme qui de toute façon ne fonctionne pas encore, etc. etc. Donc tout ça, c'est de la politique à la petite semaine. Ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu, qui est que la France est tout simplement au bord de l'effondrement économique. Tout le monde le sait, tout le monde le ressent. Savoir si la courbe du chômage va s'inverser ou pas, tout ça, c'est une vaste fumisterie. Et quand j'entends Moscovici m'expliquer avec un sourire bené et béat que les banques françaises sont solides, etc., tout ça, c'est un comportement au plus haut point d'amateuriste. Voilà. Les minières, que pouvez-vous... Alors, attendez, je remonte. Pourquoi la Belgique? Alors, où est-ce qu'on en était? Les fondamentaux économiques français sont très mauvais. Logiquement, on devrait manquer d'argent métal. Et pourquoi les cours ont pris du retard par rapport à l'or? Écoutez, Monnier, c'est une question très complexe. En plus, je n'ai pas forcément la réponse. Je n'ai pas forcément la réponse parce que derrière, on a aussi des grandes manœuvres sur l'argent métal. Attention à l'argent métal. L'argent métal n'est pas la monnaie, d'accord? L'or est la monnaie, pas l'argent métal. Faites toujours le calcul suivant. J'ai 1 million d'euros. J'ai 1 million d'euros en sous. Bon, 1 million d'euros en sous, c'est beaucoup d'argent pour le commun des mortels que nous sommes, mais vous avez beaucoup de gens qui ont 1 million d'euros. Pas forcément nous, mais il y a beaucoup de gens qui ont 1 million d'euros. 1 million d'euros, vous calculez le volume d'or que ça représente au cours actuel, et puis après vous faites le même calcul pour savoir quel est le volume qu'il vous faut en argent métal. En gros, vous allez avoir besoin de quelques décimètres cubes pour stocker 1 million d'euros en or. Vous allez avoir besoin d'un 33 tonnes pour stocker 1 million d'euros en argent métal. Alors, l'effet rareté dont on parle sur l'argent, il est réel. Néanmoins, on est dans une période économique industriellement un petit peu molle. Donc la demande industrielle n'est pas extrêmement importante pour le moment. Donc je dirais que la pénurie d'argent métal, ou en tout cas la fin de l'abondance de l'argent métal en termes d'extraction minière, pour le moment, ce n'est pas une problématique que les marchés prennent en compte, tout simplement parce qu'il existe des stocks d'argent. Il y a une capacité à mobiliser du recyclage d'argent via le rachat des pièces existantes, etc. etc. Donc aujourd'hui, l'argent métal est disponible. On n'a pas de problème au moment où nous parlons pour s'approvisionner et en or physique et en argent métal. Nous avons connu chez Ecoffre, comme maintenant on a quand même bien traversé plusieurs des grosses phases de la crise. Je me souviens très bien d'un été il n'y a pas si longtemps où tout le monde avait été pétrifié à l'idée que l'euro explose. Nous ne trouvions tout simplement plus rien sur le marché. Il n'y avait plus une pièce, d'accord? On n'avait plus un Napoléon, on n'avait plus un Krugerrand qui était disponible. On avait des membres qui nous appelaient tous les jours pour acheter des quantités importantes et nous étions obligés de leur dire je suis désolé, on n'a rien, donc on n'a rien à vendre. On n'avait juste rien à vendre parce qu'il n'y avait plus rien sur le marché. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Sur le marché, on peut trouver ce que l'on veut dans des bonnes qualités. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que je vous dise que c'est justement aussi un critère pour savoir quand est-ce qu'on peut se positionner sur l'or physique. Quand l'or physique est très abondant, quand on le trouve facilement sur le marché, c'est un bon élément de réflexion à garder en tête.
parce que c'est un élément qui est évidemment favorable à l'achat. Hein. On achète quand le marché est fluide et quand tout est disponible, parce que c'est là qu'on achète le mieux, qu'on achète les meilleures pièces et qu'on les achète au meilleur prix. N'attendez pas évidemment qu'on se demande si l'Allemagne va sortir de l'euro et que les rumeurs sur la sortie de l'euro de l'Allemagne, par exemple, soient très fortes, ou sur l'explosion, ou sur la sortie de la France, peu importe le scénario. Les Maple Leaf Nuggets Co sont des monnaies ou pas? Oui, c'est des monnaies, ce sont des pièces qui ont cours légal. Je dis ça pour Hervé. CBO, superbe produit, cette Vera Silver. Oui, absolument, CBO. C'est vraiment une très belle pièce et une très belle réalisation. Action, or, le rapport des positions des principales banques montre que JP Morgan est massivement positionné à la hausse, jouant contre toutes les autres banques. Quel est votre point de vue? Eh bien, écoutez, mon point de vue, c'est que je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Et je ne sais pas parce que effectivement, j'ai bien vu cette information, je l'ai bien gardée dans un coin de ma tête. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses sur le service matières premières et métaux précieux de la JP Morgan, qui a une guerre monumentale, voire même une prise de contrôle a priori rampante de Goldman Sachs sur ce département. Et Goldman Sachs serait en train de faire une OPA cachée via des structures à l'étranger, etc., etc. Enfin, c'est un petit peu compliqué, c'est pas forcément très clair. Donc pour le moment, c'est pas que j'en pense pas grand-chose en fait, c'est que je préfère pas trop en parler. Parce que ce sont des périodes de fou dans lesquelles on peut être amené à dire beaucoup de bêtises ou à raconter un petit peu tout et n'importe quoi. Et je n'ai pas envie de vous raconter tout et n'importe quoi. Donc si je suis pas sûr, je préfère pas rentrer dedans. Récemment, je me suis fait écho, ce qui est rarissime, c'est la première fois hein, sur le contrarien. Je me suis fait écho d'une rumeur, c'était juste une rumeur concernant l'or de l'Ukraine. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une rumeur crédible et qu'en tout cas, il y avait une certaine cohérence. Néanmoins, j'ai bien précisé que c'était une rumeur et que pour le moment, on n'avait aucun autre élément pour la vérifier. Donc voilà, je préfère pas trop, m'avancer quand on n'a pas tous les éléments. Et sur le marché de l'or, il faut qu'on soit bien tous conscients qu'on finit toujours par avoir la réponse. On finit toujours par savoir ce qui se passe. On finit toujours par savoir ce qu'il s'est passé. Il faut juste qu'on se laisse le temps. Et le temps sur le marché de l'or est le plus grand des égalisateurs et en général nous permet de beaucoup mieux comprendre ce qui s'est passé et donc de pouvoir après enrichir notre réflexion et mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Donc le retour d'expérience sur ce qui se passe sur le marché de l'or est toujours très important. Donc ça c'était pour Atian. Alexandre, merci pour la réponse sur l'agenda. Je vous en prie Alexandre. Vincent, 100 € d'épargne fin 2007 avec dedans 20% et 10% d'argent, donné 160 € fin 2012. Entre-temps, on a eu deux grosses crises, 2008 et 2011. En fait, Vincent, je vais me permettre d'apporter un petit complément à votre commentaire. On n'a pas eu de grosses crises 2008 et 2011, c'est toujours la même crise. C'est une crise qui a commencé il y a 7 ans. C'est une crise qui a commencé à l'été 2007 et qui a pris le nom de crise des subprimes. Et on n'a pas manqué à chaque fois de faire croire ou de faire passer et de véhiculer le message que c'était des crises différentes. Alors on a eu la crise des subprimes, puis on a eu la crise boursière, puis on a eu une crise économique, alors on a fait des plans de relance. On a eu une crise bancaire, alors on a sauvé des banques, mais ça n'avait rien à voir. Et puis on a eu, je sais pas moi, une crise de l'euro, alors on a sauvé l'euro, on a fait des machins européens, le MES, le FESF, etc. Bon, mais c'est la même crise, Vincent. C'est la même crise. Donc
donc voilà, donc je réagissais juste, pas tant par rapport aux chiffres que vous donniez concernant vos 100 euros d'épargne, c'était juste par rapport à votre phrase. Entre-temps, on a eu deux grosses crises. On n'a pas eu de grosses crises. Nous avons une crise qui dure depuis 7 ans. Elle a démarré à l'été 2007. Nous sommes à quelques mois de l'été 2014. On est à quelques mois du 7e anniversaire de la crise. On n'est pas dans une crise qui dure 7 ans, c'est pas les cycles là, vous savez, les Juglar, les Kondratiev, les cycles de 7 ans, les cycles de 5 ans, les cycles de 10 ans, les cycles de 25 ans, les machins. Bon, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Nous sommes dans la fin d'un système et la fin d'un modèle économique. Et donc, on est en train d'essayer de mener une transition. Et cette transition, pour le moment, on n'arrive pas à la faire. Mon intime conviction, c'est qu'hélas, parce que je préférais que cette transition se fasse doucement, facilement, et sans douleur pour les gens et pour les peuples. Hélas, l'histoire mondiale montre qu'en général, quand on arrive à la fin d'un modèle, pour qu'il y ait émergence du nouveau modèle, il faut qu'il y ait la disparition de l'ancien modèle. Et c'est ce que Schumpeter avait qualifié de destruction créatrice. D'abord, il y a la disparition de l'ancien, et puis le nouveau monde émerge, et ça peut laisser la place au nouveau modèle. Alex, merci, je vous en prie. Richard, les protagonistes du conflit froid Est-Ouest ont-ils les moyens de hausser les sanctions puisque tout est interconnecté dans ce monde? Je ne sais pas. Là, je vous dis très souvent ce soir, je ne sais pas, j'ai l'impression. Est-ce qu'ils ont les moyens de se faire des sanctions? Oui, je pense qu'on est dans un jeu absolument terrible. Et c'est un peu pour ça que je dis que je ne sais pas, mais je vais vous donner un élément de réflexion. Je ne sais pas, pour vous exprimer une opinion avec une certitude absolue en vous disant mais bon sang, c'est ça, mais c'est bien sûr, la seule et unique vérité, c'est celle-là. Pas du tout. En revanche, en élément de réflexion, on va parler de GDF. Alors en France, on achète du gaz. En Allemagne, on achète du gaz, mais on va parler de la France, c'est plus direct, c'est plus facile. Le gaz que nous achetons, en fait, il vient et d'Algérie et de Russie, qui sont nos deux principaux fournisseurs. Nous avons avec la Russie des contrats qui sont des contrats de très long terme et qui sont des contrats sur 20 ou 30 ans, qui nous engagent et sur le prix du gaz et sur la quantité de notre côté, et puis qui engagent la Russie et sur les volumes qu'ils vont nous vendre et sur le prix auquel ils vont nous céder leur gaz. Et donc, c'est ces contrats de très long terme qui permettent de sécuriser l'approvisionnement énergétique en gaz, mais c'est valable pour le pétrole, de notre pays. Nous avons donc des contrats de 30 ans. Or, personne d'autre ne peut nous vendre du gaz aujourd'hui puisque nous avons pris des contrats avec l'Algérie, avec la Russie sur 30 ans et que donc le marché français comme le marché allemand sont des marchés qui sont approvisionnés. Donc il n'y a pas la place pour un nouveau fournisseur. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, ceux qui se sont un tout petit peu intéressés au gaz de schiste savent que les cours du gaz de schiste se sont effondrés. La production des puits de gaz de schiste, c'est une cloche, d'accord ? Donc ça produit énormément très très vite, pendant très peu de temps, et après la production du puits concerné s'effondre. Donc les Américains ont un véritable problème de valorisation de l'exploitation de leur gaz de schiste. C'est-à-dire, en clair, dès qu'ils creusent un puits, la production est telle que ça fait baisser les cours, rendant la production et l'exploitation des gaz de schiste, par définition, par nature, non rentable. Donc, il faudrait qu'ils puissent faire augmenter le prix de leur gaz. Et pour faire augmenter le prix du gaz, il faudrait qu'ils trouvent des débouchés. Alors, je soupçonne les Américains d'avoir véritablement une immense envie de vendre leur gaz de schiste, leur gaz, à l'Europe. Mais l'Europe ne peut pas leur acheter le gaz, puisque nous sommes clients de la Russie avec des contrats de 30 ans. Mais si jamais la Russie prenait des mesures de rétorsion et coupait le robinet du gaz et ne remplissait plus son contrat, alors la France, l'Allemagne et les pays européens, gentils alliés des États-Unis, seraient alors fondés
de résilier unilatéralement ces contrats de 30 ans et de longue durée avec la Russie, pour la simple et bonne raison que les Russes n'ont pas respecté leur contrat de fourniture de gaz. Et à partir de ce moment-là, les États-Unis se seront ouverts la totalité du marché du gaz en Europe et auront trouvé un débouché phénoménal pour leur industrie du gaz de schiste. Accessoirement, ça va créer une demande en dollars, puisqu'on va leur acheter, leur gaz de schiste en dollars. Donc, accessoirement, ça va en plus soutenir le dollar. Donc, voilà, ce qui se joue en Ukraine est extrêmement complexe, est extrêmement compliqué. Et on peut avoir l'impression, Richard, que des sanctions seraient défavorables aux deux. En réalité, il peut y avoir des enjeux qui sont tels que finalement, une bonne guerre froide, voire même une bonne guerre chaude, ne serait pas forcément pour déplaire à certains. Ensuite, donc voilà pour un élément de réflexion que je pouvais vous donner, Richard, par rapport à votre question. Attian, c'est la BCE. Alors, Attian, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Si vous pouvez préciser, tant mieux. Vincent, 20% d'or et 10% d'argent métal. Pourquoi pas Vincent? Oui, très belle valeur, la Vera Silver, absolument. Marc qui vous met le lien de cette chambre de compensation appelée Euroclear. Merci à vous, Marc. Et Vincent qui remercie Marc. Lionel, investir dans les diamants est-il opportun en période de crise? C'est pas une question d'être opportun ou pas, Lionel, c'est une question de diversification de votre patrimoine vers des actifs tangibles. Voilà. Je crois qu'en fait, le problème, si vous voulez, c'est que il est psychologiquement très compliqué, et puis en plus, d'un point de vue rationnel, c'est peut-être pas forcément souhaitable d'avoir 100% de son patrimoine financier investi en or. En tout cas, d'un point de vue intellectuel, ça peut être gênant pour beaucoup. Faut être un peu un contrarien ou un extrémiste du gold et un véritable gold dans l'âme pour être à 100% de son patrimoine financier en métal doré. Donc l'idée, encore une fois, c'était de vous proposer, c'est un peu le business model, donc si vous voulez, au coffre, c'est un coffre, d'accord? Et c'est pour ça qu'on s'appelle au coffre. Et normalement, au coffre, dans son coffre, on peut mettre plein de choses dans son coffre. Alors on peut mettre de l'or, on peut mettre de l'argent, et puis on peut mettre des diamants, et puis j'espère que bientôt on pourra y mettre d'autres actifs tangibles, et on est en train de travailler à d'autres possibilités que l'on pourra prochainement, j'espère, vous offrir, vous permettant encore une fois de rester dans cette logique d'actifs tangibles et de diversification pour protéger votre patrimoine. Donc, la question, elle est simple. Si vous regardez le comportement des cours du diamant tel qu'on a monté, l'offre Diamond Spot, je pense que le diamant a parfaitement sa place pour venir diversifier et sécuriser un patrimoine avant tout axé sur des actifs tangibles. Voilà. Après, c'est à vous de voir où vous mettez le curseur. On a rendu avec notre plateforme Diamond, on a rendu le diamant liquide au même titre que aujourd'hui l'or sur nos plateformes est extrêmement liquide, ce qui fait qu'on achète et on vend 1 heure après, 2 heures après, une semaine après, enfin comme on le souhaite, et qu'on trouve forcément une contrepartie. Donc oui, c'est opportun d'investir dans les diamants. En fait, ce qui est opportun de façon générale, c'est d'investir dans les actifs tangibles. Et ça, c'est après à chacun de vous de voir où est-ce que vous mettez le curseur, qu'est-ce que vous mettez en priorité, comment vous positionnez les choses. Et ça, c'est aussi d'abord votre vision personnelle, et puis deuxièmement, ça dépend également beaucoup de votre patrimoine et de l'importance de votre patrimoine. Existe-t-il un risque de se faire chiffrer l'or et l'argent déposés en Suisse chez Ocoff? Si la Suisse décide de chiffrer tout ce qu'il y a dans les banques, eh ben déjà, elle ne chiffrera pas votre or. Déjà. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en coffre bancaire en Suisse. Hein, on est hors système bancaire.
Ça veut dire qu'il faudrait que la Suisse vienne chiffrer non pas les coffres dans les salles des coffres des banques. Il faudrait que la Suisse aille au Port-Franc et de Genève et braque toutes les chambres fortes qu'on peut trouver là-bas et qui servent à stocker aussi bien de l'or que de l'argent, que des toiles de maître, que la première ou la deuxième fort de thé, et toutes ces choses extrêmement précieuses, luxueuses, que l'on puisse trouver dans un tel endroit, qui est un endroit assez unique d'ailleurs sur la planète, et qui est une grande spécialité suisse, qui est la conservation avec de très hauts degrés de sécurité, d'actifs tangibles de très grande valeur. Donc en gros, c'est ni plus ni moins que des immenses entrepôts ultra sécurisés. Donc je dirais que le risque, là où en fait le risque est le plus faible, c'est en coffre hors système bancaire en Suisse. Voilà. La Suisse historiquement n'a jamais procédé à ce genre d'acte, pour une simple et bonne raison, c'est que le business model de la Suisse, c'est la conservation de l'argent de ses clients. D'accord, donc de façon légale ou pas légale, mais c'est ça le business model de l'industrie financière et bancaire suisse. Donc s'il commence à piquer l'épargne des gens, c'est pas très bon pour le business. Richard qui me demande 2600 Ferrari vendus aux USA en 2013, on dirait que les riches cherchent à sortir leur argent des banques. Non. Oui, c'est tout à fait possible. Je connaissais pas, j'avais pas vu, Richard, cette statistique. Si vous avez un article là-dessus, je suis preneur. charles@lecontrarien.com. Donc charles@lecontrarien.com. Je suis preneur d'un lien sur cette info. John, pour les pièces à cours légal, Eagle, Krug, Maple, si la transaction est inférieure à 5 000 €, y a-t-il une taxe? Alors, je lève les yeux vers mes petits camarades. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confirmer, y a-t-il une taxe? Pour moi, oui, mais j'attends d'avoir la confirmation. Attendez, je reprends la question. Pour les pièces à cours légal, Eagle, Krug et Maple, si la transaction est inférieure à 5 000, y a-t-il une taxe? Oui, hein? Oui, il y a bien une taxe. Donc je vous... Non. Pardon? Non, on me dit exonération. Voilà, exonération. Ça fait quelque temps que, en fait, pour tout vous dire, je ne me suis pas penché sur les derniers, changements qui ont lieu sur la fiscalité. Donc, je ne suis pas à jour. Donc, c'est une exonération. Vous avez un article qui est paru sur le blog L'Or et l'Argent consacré à ça, qui a été écrit par Yannick Colleux et que j'ai remis en lien dans l'édition d'aujourd'hui du Contrarien. Donc, normalement, ça va répondre à toutes vos questions, John, de fiscalité et de taxation. Gardez-le précieusement. Merci Marc du lien posté. Si éventuellement il y a une âme généreuse qui peut aller poster l'article de Yannick Colleux consacré à la fiscalité, ça va permettre à tout le monde de l'avoir, ça serait vachement sympa. Alors, j'en étais à John. Ubikif, vous dites souvent que l'or ne nous enrichira pas, que l'or assure notre patrimoine. Comment se passe cette assurance sur le plan technique? Sur le plan technique, Ubikif, c'est toujours l'exemple de la vache. Il y a un siècle, en 1914, une vache, ça coûtait une once d'or. Hein, exprimé en or, une vache coûtait une once d'or. Aujourd'hui, une vache coûte environ 1300 €, c'est-à-dire globalement, à peu de choses près, une once d'or un siècle après. Entre-temps, l'once d'or à l'époque, hein, si on prend le 20 francs Napoléon qui fait quelques grammes, machin, bon bref, une vache coûtait à peu près 100 francs. 100 francs or. Mis en euros aujourd'hui, 1300 € la vache, bah, la vache, elle vous coûte environ 8500, 8600 francs. D'accord? Donc une once d'or est toujours égale à une once d'or qui est toujours égale à une vache en un siècle, et pourtant vos 100 francs ne vous permettent pas d'acheter une vache, puisqu'en fait, il vous faudrait aujourd'hui 8600 francs pour acheter une vache si nous avions qu'à conserver l'unité de compte franc.
Vous devez donc bien comprendre qu'en francs, entre les 100 balles que vous aviez en 1914 et les 8600 balles d'aujourd'hui, vous pourrez se dire, ouais, je me suis considérablement enrichi. Sauf qu'en or, vous avez rigoureusement, globalement, la même chose. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle je dis régulièrement que l'or ne vous enrichira pas. L'or, il stocke la valeur, il conserve la valeur de votre monnaie, et en réalité, il y a finalement assez peu de sens, quand on y réfléchit, à s'omnibiler de la contre-valeur en monnaie dans laquelle on ne croit pas de la valeur de l'or. En fait, on s'en fiche de combien vaut l'or en euros, en dollars, en machin. On considère, celui qui achète de l'or, considère que ces monnaies en soi ne valent pas tripette et que de toute façon, sur le long terme, la valeur d'une monnaie, c'est de tendre vers zéro. Et c'est sa tendance profonde, parce que de toute manière, elle est érodée par l'inflation et par la création monétaire, qui est plus ou moins rapide en fonction des périodes, en fonction des décennies, des années, des cycles économiques, etc. Mais de toute façon, les monnaies naissent, grandissent, meurent systématiquement. Seul perdure depuis 6000 ans l'or. Voilà. Donc je crois que techniquement, comment ça marche l'or? Eh ben, c'est assez simple. C'est que l'or, il vous permettra toujours d'acheter globalement la même chose. Donc si vous étiez paysan, eh ben, vous pourriez, avec la même quantité d'or, acheter la même quantité de vaches. Et c'est ça que ça vous assure, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, et le tout à travers les siècles. Avez-vous plus... alors, attendez. Hein, je ne sais pas, débancarisé au maximum, le système mondial va s'effondrer. Alors oui, Crépeau, on peut penser que le système mondial va s'effondrer, ou qu'en tout cas le risque que le système mondial s'effondre est réel. Alors attention, ceux qui me lisent régulièrement, et je pense que c'est la très grande majorité d'entre vous présents ce soir, vous savez à quel point je peux être qualifié assez souvent de pessimiste. Considérant plutôt qu'un pessimiste est un optimiste bien informé. Alors oui, boîte de raviolis, effectivement, Olivier, Buitoni ou bio de chez Carrefour. J'aime bien les raviolis bio de chez Carrefour. C'est pas mauvais, ils sont végétariens en plus, il n'y a pas de viande. Bon, c'est comme ça. Ça permet de faire attention un peu à ma ligne. Bref, attention quand même à l'alarmisme excessif. Je vais juste vous donner un petit point de comparaison. Il y avait beaucoup de gens qui étaient sûrs aux États-Unis dans les années 70, au pire moment de la guerre froide, qu'à un moment donné ou à un autre, les Russes et les Américains s'échangeraient des tirs de bombes atomiques et que ce serait la fin du monde. Alors ils creusaient des abris, c'était particulièrement le cas à l'époque de la crise des missiles de Cuba, ils creusaient des abris, ils pelletaient, ils stockaient, y compris des boîtes de raviolis Buitoni, Olivier, et ils ont dépensé des fortunes pour se prémunir d'un risque qui ne s'est jamais matérialisé. Pourquoi je vous fais cette petite comparaison et cette analogie? Parce que, attention, il n'y a aucune certitude. Le système financier mondial a prouvé jusqu'à présent, n'en déplaise à tous les observateurs de mon type, a prouvé jusqu'à maintenant sa capacité à tenir. Ça ne veut pas dire que ça va se poursuivre. Ça veut dire simplement que le système a trouvé des façons plus ou moins justes, plus ou moins bonnes, plus ou moins morales, peu importe, mais en tout cas a trouvé des moyens de se maintenir en vie. Ça peut durer encore longtemps. Je vous citais tout à l'heure en début d'intervention la possibilité que nous ayons un QE européen. Alors franchement, s'il y a bien un truc auquel je n'avais pas pensé, c'était que les Allemands lâchent là-dessus et autorisent la Banque centrale à faire un QE de 60 milliards d'euros tous les mois, c'est-à-dire globalement avec les taux de change équivalents à 85 milliards de dollars, pour venir remplacer le QE américain. Alors celle-là, j'y avais pas pensé. Et je vous le dis très sincèrement. Et je pense que peu d'entre nous y avaient pensé et qu'on était pris dans notre logique. De toute façon, l'Allemagne refusera la monétisation. Finalement, l'Allemagne semble pouvoir envisager, en tout cas intellectuellement, la monétisation. Et c'est un premier pas énorme dans cette voie-là. Donc, on ne sait pas ce que peut nous inventer le système pour durer encore et acheter encore du temps. Donc, est-ce qu'il va s'effondrer? La probabilité qu'il s'effondre est évidemment de plus en plus importante. Est-ce qu'il va connaître des cracks? Ça, c'est sûr.
Quand, j'en sais rien, même si je trouve qu'on est quand même dans une sacrée situation de pré-crack sur le marché boursier et qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour secouer le cocotier et que tout se casse la figure. Donc je maintiens mon idée de crack boursier sur le premier semestre 2014. Mais bon, je peux me tromper. Et je l'assume parfaitement. Mais en tout cas, ça serait assez logique qu'il y ait une forte consolidation d'une trentaine de pourcents ou moins, comme on avait connu sur l'or en 2013, alors qu'on avait connu une forte poussée sur les marchés. Ben, normalement, en 2014, jouer l'inversion, c'est-à-dire une montée de l'or et une baisse des marchés, ça me semble être la bonne idée. Donc voilà, donc attention à l'alarmisme excessif, en tout cas. Ayons des convictions et sachons rester raisonnables dans la manière d'exprimer nos convictions, euh, et y compris dans la façon que nous pouvons avoir de nous préparer. J'aime bien prendre l'exemple des boîtes de raviolis. Avoir quelques boîtes de raviolis devant soi, ça me semble être du bon sens de base. Se faire livrer deux semi-remorques de 35 tonnes de boîtes de raviolis pour décorer votre jardin ou votre salon avec des totems de palettes, je ne suis pas persuadé que ce soit tout à fait raisonnable. En tout cas, moi, ma femme ne veut pas que je lui refasse sa décoration avec uniquement des boîtes de raviolis. Vincent, non, Julien, en fait, les gros modules sont plutôt les lingots d'1 kilo, mais pas vraiment les pièces d'une once. Oui, bon, alors ça, je n'ai pas trop bien compris. Vincent, CBO, Vincent. Ah oui, allez, ils se répondent entre eux. Excusez-moi. Donc, je n'interviens pas dans vos conversations personnelles. Alexandre, avez-vous plus d'informations concernant le compte nickel? Est-ce vraiment intéressant et sûr? Alors, écoutez, moi, compte nickel, j'aime bien le principe, j'aime bien le concept. Simplement, bon, regardez le tarif auquel vous serez facturé sur un compte nickel avec une utilisation normale, quelques retraits, une carte bleue, machin, etc. Alors, vous n'avez pas le droit au découvert, donc le jour où vous avez plus de sous, vous êtes coincé de chez coincé. Donc, quand on est un smicard, ça peut être bien de ne pas avoir droit au découvert parce que de toute façon, sinon c'est une spirale vicieuse. En revanche, quand on a un tout petit peu de moyens, aujourd'hui, vous avez des banques qui sont clairement moins chères. Vous allez chez Boursorama Banque, chez Fortuneo, enfin que sais-je, à toutes ces banques en ligne. Elles vous font la carte bleu gold gratuite. Bon, donc je vois pas trop l'intérêt pour des gens bancarisés aujourd'hui d'aller payer compte nickel pour avoir un service de merde. Voilà, hein, pour vous le dire très franchement. Alors, si vous êtes client de la banque postale en train de vous faire virer par les postiers, effectivement, à mon avis, vous serez beaucoup mieux traité et ce sera beaucoup plus efficace d'être chez Compte Nickel. En revanche, pour quelqu'un qui est bancarisé de façon classique, je pense qu'il y a plein d'offres beaucoup plus intéressantes que le compte nickel. Attention, le compte nickel, il est adossé au crédit mutuel. Hein, donc en fait, les sous que vous déposez chez compte nickel, en réalité, ils sont au crédit mutuel. Bon, je vous dis ça comme ça, c'est que le crédit mutuel, il fait juste une augmentation de capital de 4 milliards d'euros parce qu'ils n'ont pas de sous. Voilà. Oui, parce que c'est CIC, Crédit Mutuel. D'accord. Donc, si vous regardez, vous avez un article dans le Contrarien sur l'augmentation de capital du Crédit Mutuel, enfin de la caisse centrale de Crédit Mutuel, je vois la BFCM, un truc comme ça, qui est la holding de tête Crédit Mutuel CIC, et qui se recapitalise à hauteur de 4 milliards d'euros, parce que sinon, ils ne passent pas les ratios, le 3, Solvency, les normes, etc. Et donc, ils risquent de ne pas passer les stress tests européens. Donc, compte nickel, c'est ça aussi. Hein, donc, il n'y a rien de transcendant. Mais enfin, en termes marketing, c'est vrai que c'est assez sympa. Donc, je pense qu'il y a d'autres possibilités que le compte nickel. Donc, pour moi, c'est ni vraiment intéressant, ni vraiment sûr. Encore une fois, là aussi, ça dépend. Si vous êtes interdit bancaire, évidemment, c'est carrément génial. Donc, il n'y a même pas à hésiter. Sauf que là, vous allez payer. Alors que si vous êtes interdit bancaire, vous allez voir la Banque de France et la Banque de France a obligation de vous assigner une banque qui sera obligée de vous prendre dans le cadre de la CMU bancaire, si vous voulez, qui est le service de base bancaire. Et le service de base bancaire, il est gratuit. Je répète, il est gratuit. Donc, la banque qui vous a viré, c'est, mettons, la Société Générale.
Vous allez voir la Banque de France, vous dites, écoutez, voilà, imposez-moi une banque. Et donc, la Banque de France fait un courrier à l'interdit bancaire, un courrier officiel qui s'appelle ouverture de compte imposé, OCI. Et le client, enfin la personne, l'interdit bancaire, retourne voir la banque qui a été imposée par la Banque de France, donne ce courrier et on lui ouvre un compte dans l'heure parce que c'est la Banque de France qui l'impose. Alors il a droit à rien, il n'a pas droit à découvert, machin, etc. Mais tout ça, c'est gratuit. Et en plus, il ne paiera rien. Donc je ne sais pas si c'est... je ne sais pas si le compte nickel est en fait une bonne solution, y compris pour les interdits bancaires. Je pense qu'on peut faire moins cher et qu'on n'est même pas obligé de payer cette carte. Et qu'on peut aussi après être bancarisé différemment. CBE, compte nickel, adossé à de la monnaie de confiance fiduciaire. S'il y a une dévaluation, le compte nickel en pâtira aussi. Oui, bah absolument. Hein, c'était ce que je vous disais, CBO. On est sur compte nickel, on est sur du stockage, le stockage de votre monnaie dans le système bancaire traditionnel. Je vous rappelle que compte nickel n'est pas une banque. Compte nickel n'est pas une banque. Donc, à ce titre-là, ils ont ce qu'on appelle un établissement pas un établissement de tutelle, qui est un établissement dépositaire des fonds qu'ils perçoivent pour le compte de leurs clients. J'ai testé le Vincent, j'ai testé le compte nickel en plus de ma Veracarte, ça marche très bien, mais absolument Vincent. Compte nickel, on en a d'excellents échos, et ça je vous le confirme. Ça marche techniquement très très bien, ça a l'air d'être tout à fait au point, ça a l'air de bien fonctionner, il y a l'air d'y avoir une très bonne qualité de service sur leurs interfaces, etc. Donc techniquement, ça fonctionne très très bien. Le fait que compte nickel fonctionne techniquement très très bien, c'est pas pour autant que c'est une bonne idée, que de l'avoir, ou qu'en tout cas c'est pertinent de l'avoir. Encore une fois, moi je suis pas là pour dire que compte nickel c'est pas bien ou que compte nickel c'est bien. Je vous explique juste que je pense que on peut faire différemment, que finalement compte nickel c'est cher et que c'est avant tout un très bon coup marketing et qui vont pouvoir surfer sur le côté un peu détestation des banques en disant voilà, nous on est différent, on n'est pas vraiment une banque, sauf que bah, justement comme ils ne sont pas une banque, bah, leurs sous ils sont obligés de les mettre dans une banque. Voilà. Donc bon, je trouve que c'est un petit peu ambigu quand même sur le mode de fonctionnement. Léon, est-ce que les pièces en argent se revendent facilement? Alors sans hésiter, oui Léon, le marché des pièces d'argent ou le marché des pièces d'or, et de façon générale, le marché des métaux précieux est extrêmement liquide. Que pensez-vous du vin en tant que placement? Je pense, Mantia, que le vin en tant que placement a cet avantage redoutable, justement sur tous les placements, d'être extrêmement liquide au sens premier du terme. Et donc, Léon, qui se demandait si les pièces en argent se revendaient facilement et étaient liquides, ne se poserait pas du tout la question sur le vin, parce qu'effectivement, le vin est un actif tangible, liquide de base. Alors, ça, c'était pour la petite boutade. Pour être plus sérieux, bon, ce que je pense du vin, c'est que j'aime bien ce placement dans le sens où c'est un placement épicurien et que à l'arrivée, votre bouteille de vin, si vous n'avez pas besoin de la revendre pour vivre, vous allez pouvoir avoir une valeur d'usage, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la boire, vous allez pouvoir l'apprécier, vous allez pouvoir jouir de votre placement. Donc en ce sens-là, moi c'est un placement qui me plaît bien. Attention, je pense que le vin n'est pas une monnaie. On n'a jamais payé en vin. On peut faire du troc avec du vin, mais on n'a jamais payé en vin. Et sachez que éventuellement le vin qui servirait de monnaie d'échange, c'est le vin la villageoise qui se boit auprès du pochetron, et certainement pas le Pétrus à 10 000 €. Donc bon, voilà, je suis sceptique sur l'efficacité du placement en tant que tel pour vous protéger de la crise. En revanche, moi, je suis très sensible au fait de se faire plaisir, d'avoir un vrai placement épicurien. Tant mieux si ça vous rapporte de l'argent, et puis tant pis si ça ne vous en rapporte pas, parce que vous le boirez. Et que si vous considérez le placement en vin comme dans cet esprit-là, à savoir, ça me rapporte de l'argent, je ne le bois pas, je le revends, je fais autre chose avec, très bien.
et ça me rapporte rien, c'est pas grave parce que de toute façon, je comptais le boire. Donc, si c'est ça pour vous le placement en vin, alors je vous dis allez-y. Si c'est pour gagner de l'argent, je vous dis n'y allez pas, c'est un petit peu compliqué, à mon sens. Il y a des problèmes de conservation, il y a des problèmes bon, c'est pas si simple que ça. Donc voilà. Mais après, je trouve en tout cas en soi un très beau placement. Ok, merci Julien. CBO, le compte nickel, ça reste des euros. Donc c'est une bonne alternative à un compte bancaire classique pour avoir de l'euro, mais le risque reste l'euro. Le risque, c'est que ça reste une monnaie, tout simplement. Vous êtes en monnaie, vous êtes impacté par les aléas et les risques monétaires, sans compter que sur un compte nickel, vous ferez chiffrer comme sur un compte normal, qu'il soit nickel ou pas nickel. Idéalement, CBO qui dit idéalement, je ferais bien un compte nickel plus une Veracarte complémentarité assez séduisante. Alors, c'est une bonne idée, mais moi, en fait, je ne ferais pas forcément un compte nickel CBO. C'est-à-dire que la question que je repose, c'est pourquoi un compte nickel? Pourquoi? Si vous voulez payer moins cher votre carte bleue, allez chez Boursorama Banque. Vous tapez Boursorama Banque, vous faites liste des tarifs, carte bleue gratuite et c'est la Gold. Donc, si vous avez 2000 € à déposer sur votre compte bancaire, ouvrez-vous un compte bancaire chez Boursorama Banque où tout est gratuit. Je ne vois pas pourquoi vous auriez payé les retraits chez le buraliste, faire la queue entre deux piliers de bar complètement avinés et pochetronnés. Enfin, je ne sais pas, d'accord? Je ne sais pas. Posez-vous la question, pourquoi un compte nickel? Voilà. Et si vous êtes interdit bancaire, pensez à l'ouverture de compte imposé par la Banque de France parce que c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit, donc vous n'aurez même pas à payer, les frais de carte bleue du compte nickel, des frais de retrait. Une Veracarte, alors en revanche, la Veracarte, c'est hyper important. Déjà, pas de taxation tant qu'on est inférieur à 5000 €. Ensuite, là, on n'est pas sur de l'euro, on est sur de l'or. D'accord? Derrière votre Veracarte, c'est de l'or. Et l'or n'est converti en euros qu'au moment où vous faites votre transaction, que ce soit un achat ou un retrait dans le distributeur. Donc ça, c'est absolument, c'est un excellent produit. Et comme l'or de la Veracarte n'est pas stocké en France, il n'est pas susceptible d'être chiffré. Et enfin, c'est une Eurocard Mastercard, donc ça passe à peu près partout. Et vous avez des assurances, des machins, des trucs. Donc, pour moi aujourd'hui, la bonne formule CBO, pour moi la formule idéale, mais ça n'engage que moi, c'est si vous êtes interdit bancaire, c'est une ouverture de compte imposée par la Banque de France parce que c'est gratuit derrière. Mais c'est sinon un compte chez Boursorama Banque ou chez toute autre banque en ligne qui vous fait la carte bleue gratuite, les moyens de paiement gratuits et toutes les fonctionnalités de base gratuites, et une Veracarte. Voilà. Donc moi, je serai Boursorama Banque et Veracarte. En fait, je suis Boursorama Banque et Veracarte. Voilà. Donc ça, c'est ce que je défends. Mais bon, je vous parle de Boursorama parce que c'est ce que je connais. Mais voilà, c'est ce que je connais mieux. Mais vous pouvez aller bien ailleurs que chez Boursorama. Et il y a d'autres banques en ligne qui vous proposent des moyens de paiement et toute la banque standard et classique et toutes les opérations classiques gratuites. Alexandre D, en effet, les deux semblent un bon compromis. Bah écoutez, voilà, je vous confirme ce que je vous ai dit. Crépeau, le compte nickel, c'est du pipeau. N'investissez pas dans ce truc pourri. Alors, je sais pas si c'est pourri, Crépeau, j'irai pas jusque là. Je dis qu'en tout cas, c'est avant tout du marketing. C'est avant tout du marketing. Voilà, hein, c'est du marketing et de la communication. C'est une belle histoire avec des banlieusards qui rencontrent l'ancien directeur de la Société Générale et puis tombent amoureux, hein, et puis ils font un truc génial et puis c'est beau et puis ça fait rêver la France entière et puis on écrit un livre et puis machin et puis on met votre pognon au Crédit Mutuel. Bon, donc c'est avant tout pour moi une belle histoire. Donc c'est bien marketé, c'est bien communiqué, c'est très bien vendu. C'est rien que pour ça, c'est une très belle histoire. Après, bon, je pense que c'est beaucoup moins. Je pense que la promesse ne sera pas tenue. Voilà, hein, la promesse de différence ne sera pas tenue. Et je pense que c'est cher et qu'on peut avoir des services gratuits aujourd'hui. Donc pourquoi aller payer pour avoir
c'est un service moins bon. Voilà. Hein, vous retrouvez bloqué comme un con au péage de l'autoroute parce que vous n'avez même pas droit à 1,50 € de découvert. Voilà. Bon, hein, concrètement, c'est ça, hein, si vous avez que ça comme moyen de paiement. Donc, moi, personnellement, découvert, c'est pas bien, mais enfin, en général, à la fin du mois d'août, je suis méchamment découvert parce que c'était les vacances, on en a profité, que la paye n'est pas encore tombée. Donc voilà, donc on a forcément un petit décalage à un moment donné. Et j'aimerais bien ne pas être bloqué pendant mes vacances parce que vous comprenez, il manque 500 € sur le compte. Voilà. Bon, et ça après, et je suis prêt à payer pour pas être bloqué. Donc ça après, c'est une question de choix, c'est une question de besoin bancaire. Merci Vincent, mais les commerçants restent connectés aux banques même si l'or dépend pas d'elles. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pichnin a raison. Quand j'ai une Veracarte et mon compte Veracarte, si demain tout est bloqué et que les commerçants n'acceptent plus du tout les cartes bleues, avec votre Veracarte, vous ne pourrez rien faire puisque c'est une carte bleue. À une différence près, c'est que si vous aviez été à Chypre avec la Veracarte, peut-être que vous n'auriez pas pu faire d'achat, ok, simplement vous ne seriez pas fait chiffrer vos sous. Et ça fait quand même 60% de différence. Dans certaines banques, ça va être jusqu'à 87% de perte à Chypre. Donc voilà, donc il y a une différence encore une fois entre pouvoir utiliser son moyen de paiement et pouvoir sécuriser son argent. Derrière, c'est pas une banque, Veracarte. Derrière, c'est pas les sous, ils sont pas déposés en France, l'or il n'est pas en France, etc., etc. Donc il n'est pas en système bancaire, donc vous êtes à l'abri du chiffrage et c'est quelque chose d'important. Donc ça va être l'un des avantages de la Veracarte. La Veracarte, c'est comme l'or, il y a aucune recette miracle qui va vous protéger de tous les risques. Vous avez simplement plus de chances de vous en sortir avec de l'or, avec une Veracarte, avec un peu de diamants, avec un peu d'argent, avec une maison à la campagne, avec un potager, avec un stock de boîtes de raviolis. Voilà. C'est plus vous aurez de possibilités et plus vous aurez d'outils dans votre boîte à outils, comme dirait notre maréchal président François Hollande, plus vous serez en mesure de faire face aux différents scénarios auxquels nous pourrions être confrontés et aux différents développements futurs qui ne manqueront pas d'arriver de la crise que nous traversons, qui, je le rappelle, n'est pas une crise purement conjoncturelle et passagère, mais une véritable crise profonde et totalement structurelle. Je vais donc mettre fin à ce webinaire mensuel. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je suis encore désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions que vous avez posées ou réagir à tous vos commentaires. J'en suis navré. Merci à tous nos camarades contrariens qui ont eu l'amabilité d'être présents. Merci à vous tous qui avez posté des liens pour en faire profiter les autres petits copains. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée et surtout, je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire au mois prochain pour un webinaire et à demain pour l'édition du Contrarien qui sera un petit peu plus courte. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.